Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Il y a cette croyance française, je vais dire européenne, européenne, parce que je veux dire la majorité de la colonisation, elle est bien sûr européenne, enfin même les États-Unis, bien sûr. Elle est dans... Oui, mais on leur a amené de la culture. C'est horrible, mais mais il y a quand même cette idée pas franco-française, parce qu'en vrai, elle est hollandaise, elle est portugaise, elle est espagnole, elle est un petit peu italienne. De cette idée de, oui, on leur a amené de la culture, on les a enrichis, en fait, alors que c'était des sauvages. Mais encore une fois, pour revenir au début de notre conversation, on les a déshumanisés pour justifier des viols, des meurtres, un découpage de l'Afrique en pays qui ne représente absolument aucune réalité locale. Mais surtout, je dirais, ou j'ajouterais, ils n'avaient rien demandé. Oui. Voyez-vous, ils n'avaient rien demandé. Notre manière de vivre, on peut estimer que notre manière de vivre, alors moi je dirais pas est la meilleure, mais nous convient parfaitement. Et ça, on a le droit de le penser, bien sûr. Bien sûr. Mais de quel droit on va dire à celui qui n'a vraiment rien demandé, c'est comme ça maintenant que tu vas vivre. Comme moi. Parce que j'estime que c'est la meilleure manière de vivre. Et tout ce en quoi tu as cru, tes relations les plus intimes, doivent être revisitées par ma manière de voir les choses. Et tu n'as rien à dire. Bah non. Enfin, ça c'est choquant, mais c'est d'autant plus choquant, par rapport à ce que vous disiez juste avant, de même pas comprendre ou de pas réussir à voir que l'autre a du ressentiment par rapport à cette approche. Parce que c'est ça le problème, le souci aujourd'hui, c'est qu'on a même pas la compréhension du ressentiment, d'une certaine manière. On se dit, oui, enfin, ils exagèrent, ils pourraient être reconnaissants. Bien entendu, mais parce qu'on se met pas à la place d'eux. On n'arrive vraiment pas à se mettre à la place d'eux. Et c'est pour ça qu'Aimé Césaire me semble intéressant quand il dit, mais regardez comment vous avez été traités par les Allemands. Imaginez qu'après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Allemands ils continuent à dire, c'est comme ça que vous deviez vivre, parler allemand, voyez-vous, oui. Ne pas revenir à votre monnaie, mais adopter la monnaie. Voilà. Alors, en plus, entre l'Allemagne et la France, il y avait des différences, bien entendu. Mais quand même, on est dans la même zone culturelle. Oui. On n'est pas même religion, en tout cas. Oui, il y a en tout cas des références tout à fait communes, des textes communs, des auteurs communs. Enfin, il y avait un va-et-vient. Alors, évidemment, le nazisme, c'est encore un peu autre chose. Même si le nazisme est quand même une production de l'Occident, on ne peut pas le nier. Oui, Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose commun, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du moins, il y avait une unité culturelle. Une sorte de socle. Bien sûr. Ça nous est apparu insupportable, cette occupation. Ça n'a duré que 4 ans, mais ça a été insupportable. C'est une humiliation terrible. D'ailleurs, c'est une humiliation qu'il faudrait comprendre aussi, parce que je crois qu'elle dit beaucoup de ce qui va se passer ensuite en Indochine, en Algérie et dans la décolonisation, avec cette idée de plus jamais ça. On a perdu, mais plus jamais ça. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Simplement, pour vous dire, je crois que si on pouvait faire le parallèle, je ne sais pas, mais en tout cas puiser dans cette expérience personnelle que nous avons eue de l'occupation pour comprendre ce que c'est que la colonisation aux yeux de ceux qui ont été colonisés, je pense qu'on aura fait un grand pas vers la vérité. Vous parlez très rapidement dans le livre de cette photojournaliste Camille Lepage, que le nom est... Je ne sais pas s'il est peu connu, très connu. Elle a été exposée à Arles il n'y a pas si longtemps, qui a été tuée. Alors peut-être parler de son histoire, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on décide, et ça vous concerne pleinement, de partir, de faire ça. Parce qu'en fait, vous disiez qu'est-ce que ça dit de nous en tant que peuple, mais qu'est-ce que ça dit de vous en tant que personne de décider de devenir reporter de guerre. Donc peut-être d'abord Camille, et ensuite... Alors qu'est-ce que vous voulez savoir sur Camille ? Non, peut-être simplement de parler de son histoire. Je sais que vous l'avez rencontrée assez tôt, parce qu'elle voulait absolument venir en Afrique. Vous l'avez finalement retrouvée dans un pays, c'était, je crois, un peu pas par hasard, mais en tout cas, vous êtes retrouvés dans le même pays à un moment donné. Peut-être simplement raconter son histoire.
Non, mais Camille Lepage était une jeune journaliste qui était venue me voir à la rédaction de La Croix pour savoir si j'étais intéressé par ses photos, pour travailler avec elle. Elle devait partir au Soudan à l'époque. Et on s'est retrouvés très très vite en Centrafrique, et donc elle a été ma photographe. Vous savez, moi je travaille pareil à l'écrit, et puis parfois on s'associe avec des photographes. Ça a été le cas, mon cas avec Camille. Donc on a couvert le début de l'opération Sangariste, donc l'opération française de décembre 2013, l'opération militaire française, qui consistait au départ à désarmer les groupes armés. Et Camille a été évidemment, comme tous les journalistes, bouleversée par cette violence à laquelle nous assistions. Et puis elle est emportée par cette histoire jusqu'à être tuée par l'un de ces groupes armés. Merci. Et on pense à elle, à ses parents. Oui, sa mère vient de mourir. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que ça dit de vous en tant que personne d'aller sur le terrain? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en tant que journaliste, vous auriez très bien pu devenir journaliste sportif, je sais pas. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup le sport, mais c'est un engagement de se dire tiens, je vais aller sur des conflits par définition sanguinaires et pour traiter de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire mettre ma vie en danger aussi d'une certaine manière, partir loin de la mienne, de ma famille. Ensuite, ça, c'est chacun a une réponse qui lui est propre. Moi, c'est lié à mon histoire personnelle, à un engagement fort. À la fois, je pense, un peu à la famille dont je suis issu, l'éducation que j'ai reçue, mais aussi les études, et puis le moment du Rwanda, 94. Donc voilà, à nouveau un génocide apparaît. Et là, moi je suis un petit-fils de la Seconde Guerre mondiale. Je faisais des études d'histoire, etc. Donc voilà, très sévère avec la génération de nos grands-parents. Je faisais partie d'un groupe où on estimait que c'était pas le cas de mes grands-parents, mais la génération de grands-parents. Donc des adultes de la Seconde Guerre mondiale en France n'avaient, à nos yeux, pas été à la hauteur de l'événement, et notamment de la persécution des Juifs. Moins qu'on puisse dire, c'est clair. Et donc, et puis non seulement la génération, mais aussi les institutions de notre pays. Etc. Oui. Donc nous étions, moi je l'enseignais, je l'étudiais, je l'enseignais, je suis très proche de cette histoire. Parce que voilà, c'est ma génération, deuxième génération après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, moi je suis pareil. C'est Shoah de Lanzmann, c'est tout ça. Enfin, donc on a été, du moins, notre génération, une partie d'entre nous, du moins, notre conscience politique s'est faite dans ce cadre-là. Donc c'était vraiment central. Enfin, ça l'est toujours pour moi. Et en 94, devant nos écrans de télévision, dans nos journaux, à la radio, on parle à nouveau d'un génocide. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous qui étions si sévères, il y avait aussi c'était aussi le contexte de l'ex-Yougoslavie. Mais oui, c'est ce que j'ai en train de penser. J'ai plus la date, malheureusement. Enfin, c'est très triste de dire ça comme ça. Non, mais ça, ce télescope. 94, c'est aussi Mostar, c'est Srebrenica, c'est un an après l'été juillet 95. Donc on est vraiment dans cette ambiance terrible où la guerre fait son retour en Europe, où on parle de purification ethnique en Europe, et apparaît en Afrique, certes. Je dis certes parce que ça apparaît loin, mais c'est un génocide. Maintenant, c'est défini comme un génocide, en tout cas. Oui, mais déjà à l'époque. Le mot sort dès le mois d'avril 94. Ah ouais. Ouais. Je sais plus, parce il se trouve que j'ai interviewé aussi alors, je pense qu'il n'y est plus, mais le directeur du mémorial de la Shoah, qui est un historien, et qui me disait que, en fait, le mot de génocide était défini par des historiens après coup. En fait, on avait du mal à le définir sur le coup, parce qu'en fait, c'est tellement un sujet qui est compliqué que, alors, en général, c'est un ensemble de choses. Il y a une définition juridique, c'est ça. Mais par exemple, le pape Jean-Paul II, à l'époque, dès la fin je crois que le 24 ou 25 avril, donc 3 semaines après le début du génocide, parle de génocide. On a un ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé, qui au début du mois de mai 94, bien que la France soutienne, enfin bon, c'est encore une autre histoire, mais pour des raisons, en tout cas, il utilise le mot génocide. Tous les militaires que j'ai interrogés qui avaient participé à l'opération Amaryllis du début du mois d'avril 94, qui consistait
officiellement du moins, à évacuer les Européens de Kigali, ont bien vu que les Tutsis étaient tués en raison de leur... Enfin, parce qu'ils étaient des Tutsis. Et sur les barrières, ceux qui étaient sur les barrières cherchaient tuer tous les Tutsis. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Donc ces choses, je ne sais pas si on a pris la mesure, mais en tout cas, il y avait quand même un début de conscience qu'il y avait quelque chose. C'était pas simplement une guerre civile, hein, mais c'était un début d'extermination de masse. Bah, voyez-vous, moi j'étais témoin contemporain de cette histoire, j'ai essayé de faire quelque chose à l'époque, et puis c'est comme ça que je suis devenu journaliste en fait. Ah, vous n'étiez pas journaliste à ce moment-là? Non, je préparais un doctorat, enfin je m'interrogeais sur un sujet de doctorat en histoire, et puis je donnais des cours d'histoire, enfin j'étais prof d'histoire. Ah, c'est fort. Parce qu'en fait on se rend pas compte, ça peut sembler un peu... Enfin quand on se dit tiens, il est journaliste à la Croix... journaliste de guerre. Mais en fait, c'est vrai que c'est un engagement. C'est-à-dire qu'on se demande tous un peu, aujourd'hui, par exemple, et on va revenir à aujourd'hui, mais ce qu'on peut faire. Vous, en l'occurrence, vous avez fait quelque chose. Et en fait, c'est... Et chacun, bien sûr, on ne peut pas changer le monde... chacun, mais il y a cette expression de Voltaire que moi j'aime beaucoup, qui est dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Donc Voltaire c'est loin, mais mais néanmoins on est quand même encore là où on se dit oui, mais moi à mon niveau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors moi c'est souvent une question qu'on me pose évidemment, ou du moins une réflexion qu'on me fait. Moi je vais répondre à tout. Moi je sais que à l'époque, du moins, j'ai essayé de sauver les victimes de ce génocide. Donc l'été 94, je vais le passer au service d'une ONG. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, et ça a déterminé ça a été un tournant dans ma vie, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est à chacun de voir. Mais moi, je dirais qu'il y a au moins deux choses qui est d'un autre niveau à tous. Un, savoir. Nous sommes responsables de ce que l'on sait, mais nous sommes aussi responsables de ce qu'on ne sait pas. Surtout quand on a la chance de vivre en Europe. Parfois, on ne sait pas qu'on ne sait pas. En particulier à cause des réseaux sociaux, les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Enfin, moi, j'ai eu une expérience hier ou avant-hier avec une amie où j'ai parlé de faits. Et parce qu'elle n'est pas dans les mêmes bulles que moi, en fait, elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle ne voyait que de l'autre côté. Mais je pense qu'il y a une forme de responsabilité individuelle là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des lieux où on peut s'informer. Enfin, moi, je crois encore... Comme les journaux, par exemple. Je ne veux pas défendre la presse écrite, mais moi, j'y crois beaucoup. Oui. Ah, mais moi aussi. Je crois beaucoup. Alors ensuite, en France, on a encore quand même des quotidiens. Enfin, moi, je vois, au service à la Croix, au service Monde, on est 10. Et on a vraiment mon ami qui s'occupe de l'Asie, Dorian Malovic, c'est un très très grand connaisseur de la Chine, de Hong Kong, de la Corée du Nord notamment. Gilles Biassette qui s'occupe des Amériques, qui est un très 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 bon connaisseur des Amériques, et notamment des États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a une qualité de connaissance, d'expertise, et pas simplement parce qu'il y a de très bons journalistes, mais aussi parce qu'on est en relation avec des correspondants, avec des spécialistes, avec nos contacts. Donc, et là je parle tout simplement de la Croix, mais il en est de même pour Libé, pour Le Monde, pour Le Figaro. Oui. Ensuite on peut discuter, oui, bien sûr. Ah, heureusement il y a des nuances mais puis il n'y a pas que la presse française, bien sûr. La presse anglo-saxonne n'est pas mauvaise, hein. Non. La presse même du côté, on peut voir en Italie, en Allemagne, en Espagne. Aux États-Unis il y a des très bons médias, bien sûr. Donc voilà, il y a quand même des lieux où on n'est pas que dans l'opinion, où il y a des gens qui ont été formés, qui sont des professionnels, et qui essayent vraiment, alors de manière artisanale, parce que c'est artisanal, hein, mais d'essayer de vous dire ce qu'ils voient, ce qu'ils ont compris, ce qui se dit, qui vont en première... Moi, je reviens d'Ukraine, là. Voilà, j'ai pu aller en première ligne. Avec ce dictateur de Zelensky. Et voyez-vous, ouais. Et ça, et donc, je ne dis pas que j'ai tout compris, bien entendu. Bien sûr. Mais on a un peu. Vous avez vu ce qu'on vous a montré aussi, d'une certaine manière.
Oui, mais même quand on veut nous montrer des choses, on voit ce qu'on veut pas nous montrer. Enfin, on peut percevoir des choses. Et puis on peut se dire, tiens, pourquoi il nous montre que ça? Enfin, bon, voilà. Donc, la manipulation, elle n'est pas complète, elle n'est jamais complète. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on est un peu délégué par la collectivité, par la communauté, parce que tout le monde ne peut pas aller soit au Soudan, soit, voyez-vous. Et je dirais peut-être tant mieux. Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde ne peut pas. C'est pas. Mais nous, on est là pour essayer de vous dire, voilà, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a peut-être compris, ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent. Et vraiment, il y a quand même des lieux, je pense, sérieux qui sont encore aujourd'hui debout pour vous informer. Donc, essayez de savoir. Et puis pas simplement en lisant les journaux, mais en lisant. Vous pouvez aussi interroger, demander, rencontrer des spécialistes, des politiques si vous voulez. Enfin, en tout cas, allez-y. Mais vous êtes responsable, je crois, aussi de ce que vous ne savez pas. Je crois. Et puis, ça c'est peut-être l'ancien prof qui parle, mais enfin quand même. Et la deuxième chose, je crois que c'était Yann Kilevich qui disait ça, ne soyez pas indifférent. Parce qu'en plus, on peut savoir et rester indifférent. Bien sûr. Ne soyez pas indifférent. Ressentez les choses. Essayez de les ressentir. Et là, on reprend le début de notre conversation. Ne restons jamais dans l'abstrait. Mais alors, je reviens justement au début de la conversation, à l'actualité. Deux faits, moi, qui me semblent importants. D'abord, l'interdiction du grand organe de presse américain d'accéder à la Maison-Blanche. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, parce que moi, je trouve que c'est extrêmement choquant. Et en fait, les gens se focus sur... parce qu'en fait, ils racontent tellement n'importe quoi. En fait, ils se focus sur plein d'autres choses. Mais moi, ça, par exemple, ou le fait qu'ils viennent d'interdire 10 000 livres aux États-Unis sous prétexte que ça pourrait corrompre les âmes des enfants. Ça me fait penser à des choses qui sont pas forcément très chouettes. Et en même temps, on nous dit oui, mais bon, t'exagères, c'est pas si grave. Voilà. Et le deuxième fait d'actualité dont je vous ai parlé avant qu'on enregistre, mais que penser d'un gouvernement israélien qui a interdit à la presse d'accéder localement? Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas d'histoire. Où les seules histoires qui existent sont du coup des médias locaux. Et moi, dans des conversations que j'ai pu avoir, des gens me disent oui, mais enfin bon, Al Jazeera, ça n'a aucune valeur. Mais en fait, comme c'est le seul média qui y accède, du coup, il est pas cru. Et donc, par définition, comme il n'y a aucun autre journaliste, parce que Israël a interdit aux journalistes d'accéder, du coup, on n'a aucune histoire, on n'a rien. Donc, on n'a pas de faits. Enfin, on a des faits qui sont, du coup, des deux côtés. On n'a rien de, entre guillemets, neutre, si tant est qu'on puisse être neutre sur ce sujet. Alors, c'est deux trucs. Ouais, c'est très différent. Je vais répondre d'abord à votre deuxième interpellation. Moi, évidemment, en tant que journaliste, il faut qu'on puisse avoir accès. Ça sera ouvert au bout d'un moment, de toute façon. Ouais. Donc, quand on nous interdit d'y aller, ça impose un vrai problème. Ensuite, oui, mais c'est aussi le cas de toutes les guerres. C'est-à-dire que dans un conflit, on nous dit jamais, allez-y, quoi. Parce que l'information, est un des enjeux de la guerre, est une arme. Dire ou pas dire, montrer ou pas montrer quoi. Tout ça. Et qui montre? Tout ça participe, en tout cas, à vraiment dans cet affrontement violent entre deux camps ou plusieurs camps. Celui qui aura il y a une guerre des récits, une guerre des perceptions. Donc tout ça évidemment rentre là-dedans. Donc il ne faut pas non plus être complètement, je crois, naïf. Je dis pas que c'est normal, mais ça participe d'une zone de guerre. Jamais les journalistes y vont en toute liberté. Peut-être qu'ils ont pu le faire peut-être au moment de la guerre du Vietnam. Il y a comme une parenthèse. Où quand j'en discute avec des journalistes qui l'ont couvert, me racontent qu'ils pouvaient monter dans n'importe quel hélicoptère américain, qu'ils avaient le droit à aller sur tous les terrains. Ça a été une parenthèse qui a coûté cher d'ailleurs à l'armée américaine, puisque ils ont pu montrer des choses que l'armée américaine ne voulait pas, enfin en tout cas qui a desservi le récit de Washington sur cette guerre du Vietnam, et qui a été ravageur pour cet engagement. D'ailleurs, ils n'ont pas fait l'erreur sur l'Irak. Non. Parce qu'on pourrait aussi parler de l'Irak. Mais en tout cas, ils en ont tiré les leçons. Ouais. Donc voilà, malheureusement, ça participe de tout ça. Ensuite, même si on n'a pas accès au terrain, prenons l'exemple de Gaza,
Moi, je sais que dans mon service, ceux qui s'occupent de la région ont des contacts. Alors évidemment, il vaut toujours mieux y aller, ça c'est certain. Mais on peut avoir au téléphone des personnes qui vivent à Gaza et qui vous racontent, qui témoignent de ce qu'ils vivent au quotidien, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont subi. Et ça, on est capable tous de l'écrire, en tout cas de leur donner. Encore une fois, il vaut mieux y aller, hein, c'est évidemment. Mais il y a quand même des moyens de compter. Ouais, je pense, on peut contourner quand même. Voilà. Ensuite, je vois dans la zone du Sahel que j'ai pas mal couvert. Nous, les journalistes, on peut plus y aller. Vous savez, on peut pas aller au Mali, on peut pas aller au Burkina, on peut pas aller au Niger. Et c'est pareil, il y a des zones entre les mains de djihadis, etc., ou contrôlées par disons ceux qui ont fait des coups d'État, ceux qui dominent. Enfin, je ne veux pas rentrer dans la polémique de comment les désigner, mais en tout cas, les journalistes occidentaux, nous, on a eu par exemple des journalistes qui travaillent pour nous, qui ont été expulsés d'un certain nombre de pays. C'est vrai aussi pour la Russie, d'ailleurs. Donc, c'est malheureusement sur tous les terrains, et en même temps, c'est très difficile, et en même temps, on peut quand même quand je dis gratter, parvenir tout de même à avoir, parce qu'on a quand même des amis, des contacts, des relations, voilà, le téléphone fonctionne encore, où il y a toujours moyen. Donc je pense qu'il y a quand même, enfin il est très difficile d'avoir un block-out total, quoi. Voyez-vous, ouais, je crois. Mais je me trompe peut-être, il faudrait que je réfléchisse à tout. Non, bien sûr, mais... Et la deuxième question, elle concernait les États-Unis. Et le fait que Associated Press soit exclu de la Maison-Blanche, qu'ils viennent, donc ça fait après un mois qu'il est président, d'interdire 10 000 livres, ils viennent et vous avez fait un doctorat, ou en tout cas, vous l'avez fini finalement? Non, enfin, peu importe, mais ils viennent de couper les fonds pour la recherche, 50 milliards. Comment vous voyez ça, vous? Il est évident que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est très, très, très inquiétant. Je le vois comme des atteintes graves à la liberté d'expression, à la liberté tout court, à la liberté d'informer. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Washington n'aiment pas les journalistes, c'est évident. N'aiment pas ceux qui les interrogent, qui leur demandent des comptes, qui ne vont pas prendre leur version pour ce qu'elle est, ne sont pas simplement des porteurs de micro, mais aussi des enquêteurs. Vance, qui est venu il y a quelques semaines faire la leçon à Munich. Non, c'était à Munich. À Munich, avec ce discours, tensant l'Europe, en disant qu'on n'était plus du côté de la liberté d'expression. Ouais. C'est génial. Hein. Et en même temps, il interdit des livres, il ferme des bibliothèques. Est-ce que c'est pas le propre des gens extrêmes d'utiliser, et c'est le cas de l'extrême droite en France, hein, d'utiliser le fait qu'on a le droit de rien dire pour justement ensuite fermer la porte à tous les gens qui disent des choses qui sont pas avec lesquelles ils sont pas d'accord. Eux, je crois, ils disent, c'est un peu leur mantra, c'est plutôt la liberté d'expression. Laissez-nous tout dire, tant que ça nous dessert pas, en fait. Exactement. Donc, ce qu'ils appellent la liberté d'expression, c'est la liberté de dire ce qui les arrange, ou ce qu'ils pensent, ou la vérité en quoi ils croient, pardon. Mais en rien, ils ne tolèrent le discours qui leur dit mais c'est faux ce que tu dis. En fait, c'est assez intéressant. Je trouve ça hyper intéressant quand. Pardon, je vous interromps. Il y a un film qui en ce moment que je vous conseille de voir au cinéma sur Goebbels. Oui, j'en ai entendu parler. Et dans le film, Goebbels dit à un moment donné, on dira toute la vérité, sauf quand elle ne nous arrange pas. Voilà. Cette vérité, elle est à géométrie variable. On se dit victime de la censure ou de la vérité. Enfin, on combat la vérité tant qu'elle ne nous dessert pas, tant qu'elle ne contredit pas sur à quoi on croit. Et même comme ça, je trouve ça hyper intéressant, si on s'arrête sur Trump un petit peu, que ce personnage qui a été président de la République, président des États-Unis de 2016 à 2020, qui est le président qui
a dit le plus de mensonges. C'est pas moi qui le dis, c'est le Washington Post. On mesure à peu près à 30 mensonges par jour en moyenne, avec des journées qui ont été bien supérieures, bien sûr. Et qui lance un réseau social qui s'appelle Truth Social, donc la vérité, le social de la vérité, qui n'arrête pas de dire on ne vous dit pas la vérité, on vous ment, etc. Qui est lui-même le menteur. Et je trouve que c'est assez symptomatique des extrêmes et de là où on va, parce qu'en fait on va revenir à cette phrase que vous m'avez dit quand même au tout début, hein. Je l'ai pas oublié, de pourquoi il faut qu'on se prépare, parce que cette phrase elle est forte quand même. Oui, alors vous voulez que je réponde pardon, je voulais que vous répondiez sur où est-ce qu'on va et pourquoi vous dites en début d'entretien il faut qu'on se prépare. Bah alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. Hein, donc non, j'imagine. En tout cas, je suis moi très inquiet, bien entendu. Inquiet parce que nous sommes, d'une génération et d'une culture qui, je crois, avons été sortis du tragique. On a connu la paix après la Seconde Guerre mondiale. Toute notre vie. Enfin, et c'est très bien. En Occident. Je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais la question est-ce que c'est une parenthèse ? Est-ce que c'était exceptionnel ? Et est-ce que c'est terminé ? Moi, je pense que c'était une parenthèse et qu'elle est en train de se refermer devant nous. Je me trompe peut-être. Mais pour avoir beaucoup couvert le monde, enfin traversé, on voit bien que c'est quand même la règle, c'est plutôt l'affrontement, la violence, pas forcément la guerre ouverte, mais des rapports très très durs. Voilà, nous sommes une exception. Nous avons été, je pense, à la fois une exception dans notre histoire, cette parenthèse d'après-guerre, et c'était une exception dans le monde. Et l'on voit bien que l'ordre qui s'était à peu près organisé, aussi injuste pouvait-il être, et Dieu sait que je fais partie de ceux qui le critiquent, pour autant il y avait quand même un projet, une ambition, et quelque chose qui relevait d'une forme de règle qui n'était pas respectée par tout le monde, et notamment par ceux qui en étaient les plus favorisés, mais malgré tout il y avait quelque chose qui était construit, avec des hauts, des bas, des reculs, etc. Mais là, on est en train de voir tout cet ordre totalement balayé devant nous, et le retour des empires, avec à la tête des empires autoritaires, et dont le trait commun de tous ces nouveaux empires, ou le retour de ces empires, c'est la désestation de ce que nous sommes, nous les Occidentaux, en tant que nous sommes attachés à la liberté, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la régulation, à la conscience, à la liberté de liberté de penser, de penser, la liberté de conscience. Ça, c'est important. Moi, j'ai la sensation, mais c'est mon côté optimiste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah bah, je comprends totalement ce que vous dites. Il faut écouter Poutine, mais aussi Xi Jinping. Il faut écouter l'Iran, Trump. Ceux qui sont venus, encore une fois, à Munich, c'était, je pense, comme une déclaration de guerre idéologique. Nous sommes ce que nous représentons, et ce que représente encore aujourd'hui la vieille Europe, avec toutes les, encore une fois... sur lesquelles on aime bien taper. Hein. Et il faut, je veux dire, il faut dire qu'il ne s'agit pas de dire que ce monde est merveilleux, mais pour autant, il y a quelque chose d'important qui se joue ici, qui est en train d'être attaqué par l'extérieur profondément, et je ne suis pas sûr qu'on... En fait, moi, ce qui me semble important de dire, par rapport à ce que vous dites, c'est que le job de la critique, il est important. Je pense que c'est important de se remettre en question, mais je pense qu'on a rapidement fait on fait rapidement, on regarde rapidement, on va dire, tout ce qui va pas, et on oublie de regarder ce qui va bien, sans se rendre compte que ce qui va bien, ça pourrait partir. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré, qui est naturel dans notre cerveau, parce qu'on a tendance à... En fait, si on s'intéresse un peu aux neurosciences, on voit bien que notre cerveau, il est, par définition... il est entraîné à regarder ce qui va pas, on va dire. Et
Et par exemple, l'exemple que prennent des neuroscientifiques, c'est quand vous faites un footing, que vous courez face au vent, vous dites « Oh là là, le moment où je vais me retourner, ça va être génial », vous vous retournez, vous profitez du vent dans votre dos pendant 5 secondes, et après vous vous reconcentrez sur l'effort, sur tout ce qui va pas. En fait, on a du mal à regarder ce qui nous pousse, ce qui nous aide. Et en fait, en Europe, il y a énormément de choses, et on a tendance à pas le voir, et à regarder tout ce qui va pas. Et je pense que c'est aussi très très important pour les gens qui nous écoutent de regarder ce qui va bien. Bien sûr. Et ça, c'est difficile. Comme ce que vous disiez tout à l'heure sur réussir à regarder le regard de l'autre. Une autre chose qui est importante, c'est de regarder ce qui va bien. Enfin, on dit au niveau individuel, en tout cas, qu'il faut faire un petit journal de comment on appelle ça, j'ai plus le terme, mais un petit journal pour se dire merci pour tout ce qui va bien, je suis en bonne santé, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, je peux marcher, voilà, des choses qui semblent, je peux respirer normalement, je peux sortir dans la rue sans qu'il y ait de bombes qui me tombent sur le nez, voilà, enfin bref, pas mal de choses qui nous semblent évidentes, mais qui sont pas si évidentes, en tout cas qui sont pas évidentes dans le monde entier, et qui sont pas évidentes nécessairement demain. Il y a une chose très importante, par exemple, nous restons, aussi imparfait que cela puisse être, un état de droit. Mmh. Qui, voyez-vous, ce qui vient de se passer avec Nicolas Sarkozy, quand même, un ancien président de la République, condamné, et de manière, enfin, il est condamné, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il a. Après, on peut discuter de la manière dont il est condamné, etc. Mais en tout cas. Mais fondamentalement, il est condamné. C'est quand même. Enfin, je veux dire par là que donnez-moi. Enfin, dans quel autre. Enfin, il y a d'autres pays où c'est possible, bien entendu. Trump, il a été élu. Et puis Nicolas Sarkozy est à nouveau jugé là, pour l'affaire de la Libye. Et il y a un vrai procès. Alors, encore une fois, je connais bien la justice, mais j'en connais donc aussi les imperfections. Donc c'est maladroit, c'est pas parfait, c'est parfois injuste, ça c'est certain. Mais ça existe et ça produit des effets qui sont pas rien. Et c'est fragile parce que ça peut être vite balancé, effectivement. Ça peut être vite balayé par des gens qui n'ont plus intérêt à ce que ça soit que l'état de droit soit un précieux bien pour nous tous. Et d'ailleurs, enfin, on le voit d'ailleurs avec l'extrême droite en France, hein, par ailleurs, où ils sont jugés, ils sont inculpés, et pourtant les gens votent pour eux. Et ça, c'est le début un petit peu de ce que vous êtes en train de décrire, parce qu'en fait, c'est extrême. Enfin, vous aurez compris, moi, je suis pas d'extrême droite, hein. Mais moi, ça me fait extrêmement peur quand des gens votent pour des gens qui sont inculpés de crimes contre la collectivité et qui se disent que ces personnes-là vont défendre la collectivité. Et ça, c'est très, très, très perturbant, surtout quand ils sont 10 millions en France. En tout cas, ce phénomène de résurgence ou de l'extrême droite, elle ne touche pas que la France. Non, c'est bien le problème. Et oui, c'est là, en ce sens, qu'il faut... l'expression de notre inquiétude, elle est là. C'est que c'est quelque chose qui travaille notre monde. On le voit aux États-Unis, bien sûr, on l'a vu en Italie, on le voit là aux élections en Allemagne. Alors, l'AfD n'a pas gagné les élections. Oui, mais avec 83% de participation, c'est énorme d'avoir 20%. Mais ce qui se passe, c'est quand même un tournant, là aussi. On a vu les Pays-Bas, enfin... Donc, voyez-vous... L'Autriche. Oui, il y a quelque chose. Alors, ensuite, en Pologne, il y a eu un retour, mais on voit bien qu'il y a un mouvement. Ouais, une dynamique qui est en place. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont dans le vent de l'histoire, j'espère que non. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se met là en place, qui a l'air d'être favorable. Et on le voit bien. Enfin, on s'attend tous à ce que le Front National un jour arrive au pouvoir en France. Du moins, c'est plus du tout une idée farfelue, quoi. Ça devient une réalité. Comme on l'a vu en Italie, peut-être qu'on va le voir un jour en Allemagne, qu'on l'a vu aux Pays-Bas. Enfin, c'est quelque chose aux États-Unis. Enfin, comment on aurait pu imaginer que ce pays, enfin, quand même, on voit ce que c'est que les États-Unis, puisse sombrer. Ouais. Mais moi, alors d'abord, ne pas baisser les bras, c'est pas forcément une fatalité que le Front National prenne le pouvoir, mais pour les gens qui nous écoutent, de pas rester dans une forme de nihilisme et de pas voler voter parce qu'en disant tant pis, ça c'est trop tard, ils vont gagner. Mais aussi peut-être que c'est l'effondrement d'un empire. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase d'un économiste anglais dont j'ai perdu le nom qui dit en fait les empires ne se font pas tuer, ils sont pas tués par meurtre, ils se suicident. Et peut-être que c'est ça qu'on est en train d'observer aussi. J'espère.
Alors, est-ce qu'on est dans le cas... Ouais, l'extrême droite pense que notre monde est en train de se suicider. Hein. Donc, eux sont un recours. J'espère qu'eux sont en train de se suicider. Non, mais eux le pensent sérieusement. Ouais. Et donc, ils se présentent comme un recours. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, en fait, l'histoire, on ne finit jamais avec l'histoire. Elle continue tout le temps. Je vous disais tout à l'heure que souvent, quand je lis ces textes, les livres que je lis de la littérature, discutent beaucoup en moi avec l'actualité. Je dis ça parce que je suis en train de lire un livre de Cormac McCarthy, Le Passager. Je le lisais quand j'étais en Ukraine. Je l'ai quasiment terminé et j'ai trouvé cette phrase « Le passé, c'est l'avenir ». Alors, je ne sais pas s'il a raison en tout de dire cela, mais il serait intéressant de penser aussi cette question. Le passé, c'est l'avenir. C'est-à-dire que ne pas croire que parce que il y a eu des choses dans le passé, que c'est terminé. On parlait tout à l'heure du rapport à la colonisation, etc. C'est pas terminé. Aujourd'hui, la France n'est plus une puissance coloniale. Pour autant, cette histoire n'est pas terminée. Et le Front National vient de quelque part. Et ça devrait nous éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre. Non pas que tout se répète ou que tout est pareil comme avant, mais peut-être que cette idée que ça continue. Voilà. Ça continue. Mais ça continue, ça ne veut pas dire que ça va advenir. Et si ça advient, ça ne veut pas dire que c'est éternel. Parce que l'histoire continuera aussi. Complètement. Merci beaucoup, Laurent. C'est passionnant. En fait, c'est hyper intéressant. On a élargi les sujets, bien sûr, mais c'est évident. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Bah là, spontanément, comme ça, j'ai du mal à ouvrir. Ça serait plutôt, lisons. Ça, c'est magnifique. Lisons ces grands textes qui nous permettent de mieux comprendre, nous comprendre, mieux comprendre le monde. Ces textes ont des choses à nous dire, mais des Grecs à Cormac McCarthy. Pas que la littérature ou littérature classique, mais aussi les grands textes d'aujourd'hui. Tous ces textes ont des choses à nous dire et on comprendra. Décentrons-nous. Hein. Apprenons à nous décentrer de nous-mêmes. Ça, c'est important. Et la fermeture, Vlan, je vais fermer la porte à quoi ? Si on pouvait arrêter de dire ça, c'est l'Afrique, ça serait déjà formidable. Complètement. Ça serait déjà merveilleux. C'est là, au moins, il serait temps. Je crois aussi. Merci beaucoup, Laurent. Ce podcast a été monté et mixé par le studio Plink, qui accompagne Vlan depuis ses débuts. Donc si vous avez besoin de vous faire accompagner par de vrais professionnels sur toutes les étapes de votre podcast de marque, de l'idée en passant par l'enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, le montage, le mixage et la diffusion, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web. C'est plink.studio, plink.studio. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.